Je suis Aurélie de l'association Rose Up. Donc, Rose Up réunit le Rose Magazine, les deux maisons roses, et nous vous accueillons aujourd'hui sur un webinaire autour de la nutrition. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Rose Up qui renferme aussi beaucoup d'informations, de sites écrits par nos journalistes, enfin d'articles, pardon, qui sont écrits par nos journalistes scientifiques que vous pourrez retrouver tous les jours. Voilà, je laisse la main à Julie aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour Aurélie, merci. Alors moi je vais me présenter rapidement. Donc je suis Julie Massé, je suis diététicienne à Bordeaux et je fais des ateliers à la Maison Rose de Bordeaux depuis 2 ans maintenant. J'ai travaillé en oncologie dans une des cliniques de Bordeaux pendant un petit moment. Voilà, donc le but du jeu pour moi aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire un petit peu le tour de toutes ces questions autour de l'alimentation lorsque l'on découvre que l'on a un cancer ou lorsqu'on est sous traitement ou lorsqu'ensuite on est encore sous hormonothérapie pendant plusieurs années. De nombreuses personnes se posent énormément de questions autour de la nutrition. Alors c'est parce qu'on entend tout et son contraire autour de la nutrition et donc c'est difficile parfois d'y voir clair. Donc je vais essayer de répondre à certaines de vos questions ou en tout cas de vous apporter un éclaircissement. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle en premier des recommandations générales, c'est-à-dire j'ai un cancer, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je mette en place, comment est-ce que je dois réagir, qu'est-ce qui est important maintenant que je connais cette maladie et que je sais qu'elle est là. Ensuite, on parlera ensemble de tout ce qui est effet secondaire et de tout ce qui est important pendant les traitements. Alors quand je parle de traitement, je parle de chimio, de radiothérapie ou de chirurgie. Et on parlera en dernier de l'hormonothérapie parce que beaucoup d'entre vous sont sous hormonothérapie et ont beaucoup de questions liées à cette hormonothérapie qui modifie pas mal de choses dans votre organisme et qui du coup vous posez beaucoup de questions. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je vous mets juste à la fin parce que je prendrai beaucoup de temps pour essayer d'en parler avec vous. Aujourd'hui, quelles sont mes sources à moi Oui, je vous coupe Julie. Je vous C'est en prie. vrai que on entend dans le micro, vous êtes trop près de votre Ah, micro. pardon. Voilà, il faut juste un C'est mieux tout comme petit peu. ça. Voilà, Merci. c'était parfait tout à l'heure, puis ça a dû bouger entre-temps. Merci. Merci. Alors, quelles sont mes sources à moi? Moi, donc je suis formée en tant que diététicienne et ma source principale pour ces questions de cancer, c'est un réseau qui s'appelle le réseau NACRE, qui s'écrit comme la nacre que l'on trouve à l'intérieur des coquillages. Et le réseau NACRE, c'est le réseau Nutrition et Cancer qui regroupe tous les professionnels de la nutrition et ces professionnels font un travail de veille informationnelle et scientifique autour de tout ce qui se passe dans le milieu scientifique sur les recherches entre nutrition et cancer. Donc moi, je vous transmets ces messages-là. Ce sont des messages qui viennent donc du monde entier et de où est-ce qu'on en est sur la recherche entre la nutrition et le cancer et qu'est-ce qui est validé dans le monde scientifique, qu'est-ce qui l'est moins. Voilà d'où je pars. Donc vous connaissez mon point de départ et ma source principale. N'hésitez pas à y aller. Toutes les données sont en libre accès. Si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, c'est donc le réseau NACRE. Alors, qu'est-ce qui se passe quelles sont les recommandations les plus importantes quand on découvre que l'on a un cancer? La première recommandation que je peux vous donner, c'est qu'on n'a pas de régime spécifique à mettre en place. Est-ce qu'on doit faire quelque chose en particulier? Est-ce qu'on doit faire tel ou tel type de régime? Aujourd'hui, on n'a pas de raison de vous dire oui, c'est extrêmement important de mettre ce régime en place ou ce régime en place. Non, pas vraiment. Par contre, on a des recommandations qu'on doit vous donner et qui vont vous permettre d'adapter votre régime alimentaire. Pas forcément de le modifier à 100% en fonction de ce que vous aviez l'habitude de faire, mais de l'adapter. Ce sont des recommandations qui existent pour les gens comme vous, mais pour la population en général de toute façon. On va parler du sel, on va parler du sucre, on va parler de la charcuterie, de la viande, de l'alcool. Ça, c'est des messages que vous avez déjà tous entendus. Ce sont des aliments auxquels il faut faire attention. Ils ne sont pas interdits, mais il faut les limiter. Attention à la quantité de sel que nous consommons. En moyenne, la quantité de sel, c'est à peu près 6 grammes par jour, entre 6 et 8 grammes par personne. On sait que lorsqu'on consomme des produits des industries agroalimentaires, on peut faire monter cette quantité de sel extrêmement rapidement. Certains aliments sont très riches en sel, il faut y faire attention, on ne peut pas les consommer tous les jours et il faut rééquilibrer cette quantité de sel. La charcuterie, la viande, on en entend beaucoup parler. C'est pareil, ce sont des aliments qui ne sont pas mauvais en soi, c'est-à-dire on peut en consommer de temps en temps,
Mais la charcuterie, par exemple, c'est un aliment qu'on va consommer 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Et donc, on fait attention à ce genre de répétition. Est-ce que je mange souvent certains aliments qui potentiellement pourraient être mauvais pour moi? Et est-ce que je dois diminuer cette fréquence? La viande, alors la viande, ça a été tout un grand discours, on en a beaucoup entendu parler, puis on est revenu sur ce qu'on a dit, puis on revient encore sur ce qu'on dit, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas censé consommer de la viande tous les jours, notamment la viande rouge, et qu'il y a des quantités maximum sur une semaine. C'est pas forcément nécessaire d'en manger beaucoup. L'important, c'est d'en manger un petit peu de temps en temps, hein, de vraiment varier ses sources d'alimentation et ses sources de protéines. Mais pas la peine d'en manger absolument tous les jours. Au contraire, il vaudrait mieux limiter un petit peu cette consommation. L'alcool, c'est pareil. Alors, en France, on a vraiment une perception particulière de l'alcool. On a tendance à recommander aux gens de boire de l'alcool plusieurs fois, de façon régulière. On autorise jusqu'à 2 verres d'alcool par jour pour les femmes et 3 pour les hommes, donc ça peut monter assez vite en quantité. Ça, c'est pareil, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Alors, surtout en période de confinement où on sait que la consommation a un peu augmenté parce que les gens sont à la maison et qu'ils vont avoir plus facilement l'habitude de prendre l'apéro le soir. Moi, j'ai quand même tendance à penser que l'alcool, c'est pas forcément un aliment ou quelque chose que l'on est censé consommer absolument tous les jours. Une consommation modérée d'alcool, c'est ce qui est le plus important. Ça n'est pas interdit à 100%. Alors, bien que pendant le traitement, on fasse quand même assez attention à notre consommation d'alcool, puisque ça peut avoir des effets assez forts sur votre corps. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on fait attention. On essaye de ralentir les fréquences de consommation. C'est surtout ça. Mais on ne s'interdit pas les choses. Il n'y a pas de raison de se les interdire. Qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui? Il faut privilégier le fait maison. Ça, c'est la base de mon discours, je ne peux pas vous dire autrement. C'est extrêmement important de faire maison. Pourquoi c'est important de faire maison? Parce que vous avez la maîtrise de ce que vous mettez dans votre assiette lorsque vous vous faites vous-même. Vous savez ce que vous mettez comme gras, vous savez ce que vous mettez comme sel, comme sucre, vous savez ce que vous mettez. Il n'y a pas d'additif dans ce que vous faites. Si vous achetez des carottes et que vous faites cuire vos carottes, il n'y a pas d'additif dans vos carottes. C'est vous qui avez choisi ce que vous mettez à l'intérieur. Et ça nous permet d'être sûr que vous avez une alimentation la plus saine, entre guillemets, possible. Parce que cuisiner à partir de produits bruts, c'est maîtriser ce que l'on mange. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je sais que c'est pas toujours facile, qu'on a des vies qui sont parfois extrêmement denses et que ça demande une organisation qui est compliquée, mais on a plein de solutions pour nous faciliter la vie. On a par exemple les légumes surgelés. Les légumes surgelés qui sont surgelés crus, qui sont nature, dans lesquels on n'a rien rajouté. C'est une invention fantastique. Vous les avez dans votre congélateur, vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte, ça cuit en 10 minutes à peu près aussi vite que les pâtes et vous avez des légumes assez facilement. Ils sont en général de très bonne qualité nutritionnelle. Ce sont des légumes qui ont vu le soleil, qui ont mûri et qui ont été congelés ou surgelés extrêmement rapidement pour protéger leurs vitamines. Donc ça, ce sont le genre de choses que l'on peut mettre en place pour apprendre et puis surtout pour faciliter sa vie. On peut utiliser les conserves aussi qui sont des aliments de bonne qualité nutritionnelle également. On peut utiliser simplement des produits simples et bruts et cuisiner simplement. Après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas besoin d'être dépanné par un plat tout prêt ou quelque chose de facile et de rapide à faire. Mais de base, essayer de cuisiner, c'est quand même extrêmement important. Je ne vous demande pas tous de devenir des grands chefs étoilés. Moi-même, je ne suis pas un grand chef étoilé, mais j'essaye de faire des légumes, un peu de féculents et un peu de protéines à chaque repas pour avoir ce qui est l'essentiel de l'équilibre alimentaire en fait. On n'a pas besoin de faire des choses très compliquées. Faire cuire quelques légumes, battre 3 œufs et mettre ça dans une pâte à tarte, ça vous fait une quiche aux légumes qui est un repas plutôt équilibré. Et vous voyez, c'est pas très compliqué à faire et c'est assez rapide à mettre en place. Tout ça, c'est des choses, il faudrait prendre l'habitude de les faire le plus souvent possible. Même si je sais que parfois, on n'a pas toujours le temps. Mais le congélateur et les choses que l'on peut trouver au supermarché, parfois, peuvent beaucoup nous aider à gagner du temps et à mettre en place ce genre de nouvelles choses. Le fait d'avoir des repas équilibrés, un peu comme celui que je viens de vous décrire, et le fait d'essayer d'équilibrer son assiette, le fait d'essayer de la rendre colorée, parce que quand vous la rendez colorée, vous êtes sûr d'avoir des apports de plein de vitamines différentes. Ce qui est important aussi, c'est de consommer de saison. Pourquoi de saison? Parce que les aliments qui poussent à la saison qui est la leur, ils vont être plus riches en minéraux et plus riches en vitamines parce que c'est le bon moment de l'année pour elles de pousser. Elles n'ont pas poussé sous serre, elles n'auraient pas été poussées avec des engrais ou ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont importantes à mettre en place aujourd'hui. Alors je sais, c'est pas toujours évident, mais chaque fois que vous faites la cuisine, chaque fois que vous faites un petit repas simple, vous avancez et vous êtes sûr d'avoir de meilleurs apports. Et ça, c'est important.
Globalement, c'est comme ça qu'on essaye d'avoir, et c'est comme ça qu'on se permet d'avoir des bons apports de vitamines, de minéraux et les apports globaux dont on a besoin en glucides, lipides et protéines sur une journée. Voilà ce qu'on attend comme recommandation générale aujourd'hui. Alors, j'ai pas vu toutes vos Alors, questions. j'ai vu, Julie, des questions qui sont Oui, passées sur les produits laitiers, est-ce qu'on ouais, peut en consommer, sur le sucre raffiné, ouais, voilà, ok. et sur le fait de est-ce que manger de la viande rouge tous les jours m'aide vraiment à augmenter mes globules blancs ou pas? Oula, viande rouge tous les jours, les globules blancs. Alors tiens, je vais commencer par ça. Non, la viande rouge tous les jours, vous n'êtes pas du tout à augmenter vos globules blancs. Potentiellement, ça pourrait vous aider à augmenter votre quantité de fer, parce que la viande rouge va nous apporter du fer, et le fer va nous aider à augmenter notre quantité de globules rouges, ce qui ne Oui. sont pas les mêmes. Les globules rouges nous servent donc à transporter l'oxygène et le CO2 dans notre corps. Les globules blancs, eux, nous servent pour l'immunité. C'est pas exactement la même chose, ou pour la défense de notre corps, hein, globalement, si on va très loin. La viande rouge, c'est plutôt un impact positif et sur les protéines parce qu'elle est très riche en protéines, et sur le fer parce qu'elle est très riche en fer. Consommer de la viande rouge tous les jours, non. Ça ne fait pas du tout partie des recommandations aujourd'hui au niveau alimentaire. On demande à ce que les gens ne consomment pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Et 500 grammes, c'est déjà une bonne quantité. J'aurais plutôt tendance pour les femmes à dire qu'on est plutôt autour de 300 grammes. Ça nous fait 2-3 portions de steak par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Il n'y a pas de raison de consommer de la viande rouge tous les jours, au contraire, pas aujourd'hui. En tout cas, c'est plus les messages que l'on a d'après les sources scientifiques que l'on retrouve. Pour les produits laitiers, alors c'est une question qui va revenir extrêmement régulièrement. Beaucoup d'entre vous se posent cette question-là. Certains oncologues vont avoir une vraie démarche et vont se poser vraiment des questions autour des produits laitiers. Certains vont vous dire il faut absolument plus du tout en consommer. D'autres vont vous dire vous pouvez continuer à en consommer. Si vous êtes sous hormonothérapie, très souvent on vous dira d'arrêter les produits laitiers pour 2 raisons. On vous dira que dans les produits laitiers, il y a des hormones. Bon, alors bien sûr, logiquement, il y a des hormones dans le lait. Hein, c'est produit par un animal pour nourrir son enfant. Il y a forcément des hormones à l'intérieur. Donc c'est souvent pour ça qu'on vous demande d'essayer de limiter ou d'arrêter vos produits laitiers. Et autre chose, les produits laitiers peuvent avoir un effet pro-inflammatoire. Donc oui, très souvent, pour les gens, parce que parfois avec une hormonothérapie, on va avoir des douleurs articulaires et ce genre de choses, et donc on va essayer de faire attention à tout ce qui est pro-inflammatoire. Bah, est-ce que c'est vraiment interdit à 100%? Non, c'est pas interdit à 100%. Certaines personnes, pour le côté pro-inflammatoire, vont y trouver du mieux en les enlevant, et certaines pas du tout. C'est pas interdit à 100% de consommer des produits laitiers. Il faut vous rapprocher de votre oncologue et avoir une discussion avec lui à ce propos-là, parce que si c'est quelque chose qui est extrêmement important dans votre alimentation, peut-être vous pouvez le diminuer sans l'enlever à 100%, et ça, faut trouver avec lui ce qu'il en pense, en fait, tout simplement. Et est-ce qu'on peut pallier? Il y a quelqu'un qui demande par plutôt du lait de chèvre ou de brebis ou Alors, le lait de autre que chèvre, la vache? le lait de chèvre, le lait de brebis, ce sont des laits qui sont intéressants. Le lait de brebis et le lait de chèvre vont souvent être un petit peu plus gras que le lait de vache. Est-ce qu'on peut pallier par cela? On peut varier ses sources. Ça, c'est une bonne façon d'agir. Mais par contre, il restera quand même des hormones dans le lait de chèvre et dans le lait de brebis. C'est produit de la même façon. Ça sert à la même chose. Si c'est pour un côté hormonal, ça ne changera pas grand-chose. Il faudra aller plutôt vers ce qu'on appelle les jus végétaux. Alors, j'appelle pas ça du lait pour une raison très précise. Ça n'a pas du tout les mêmes valeurs nutritionnelles que le lait. C'est quelque chose que vous allez utiliser pour remplacer le lait dans son utilisation. Mais par contre, en termes de valeurs nutritionnelles, on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs nutritionnelles. Donc, ça n'apporte pas exactement la même chose. Mais ça peut vous aider à pallier un manque si c'est un aliment que vous aimez et que vous avez du mal à mettre de côté. Encore une fois, moi, j'ai pas de raison scientifique de vous dire qu'il faut absolument l'arrêter, mais c'est un discours qu'il faut avoir avec votre oncologue. S'il vous le dit, c'est que lui, il a des perceptions, il a peut-être fait des recherches différentes, et donc c'est important d'en discuter avec lui ou elle et de voir à quel point est-ce que c'est absolument zéro ou est-ce qu'on peut négocier et trouver une solution pour c'est important pour vous, en garder une petite partie parce que c'est important, ça fait partie de votre façon de vous alimenter, ou non, on l'enlève complètement, et ça, il y a peut-être des raisons autres et qui pourra vous dire à ce moment-là.
D'accord. Alors du coup, il y a une adhérente qui nous demande une précision parce que vous avez parlé pour les femmes en hormonothérapie Mhm. et par rapport au lait. Elle demande si je suis en chimio ou en radiothérapie. Est-ce que c'est la même consigne ou pas? En général, non. En chimio, en radio, c'est assez rare qu'on vous interdise les produits laitiers. Au contraire, c'est souvent des produits qui vont passer relativement bien en chimio. Donc non, non, pas du tout. Même ils sont plutôt intéressants en chimio parce qu'ils vont vous apporter des protéines et que souvent en chimio, on essaye d'avoir des bons apports de protéines parce que D'accord. selon la façon dont on supporte la chimio et selon la chimio qu'on a, c'est important d'avoir des bons apports de protéines maintenus. Non, c'est pas les mêmes consignes. C'est souvent, très souvent sous hormonothérapie qu'on a cette consigne-là. D'accord. Merci Julie. J'ai pas répondu à la question du sucre parce que je Voilà, du me la sucre. Et il y a le garde. pamplemousse qui est arrivé Voilà. entre-temps, Julie. Alors, je me garde la question du sucre, on en parlera un peu plus tard parce que c'est une très grande question. C'est aussi comme le régime cétogène, on va en parler. C'est des choses un peu D'accord. particulières. C'est le jeûne, le sucre, le régime cétogène, vous inquiétez pas, je me le garde dans un coin de la tête, on en parlera. La question du pamplemousse. Alors, il n'y a pas que le pamplemousse, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes auxquelles il faut faire attention lorsqu'on est sous traitement médical. Alors, pas forcément sous hormonothérapie, mais sous traitement avec certains médicaments. Le pamplemousse, par exemple, la curcumine qu'on va retrouver dans le curcuma, le gingembre, en fait, on a tendance à se dire, mais c'est des produits naturels, ils peuvent pas me faire de mal. En soi, non, ils peuvent pas vous faire de mal. Par contre, certains de ces produits-là, notamment ceux que je viens de citer, peuvent avoir un impact et peuvent rentrer en conflit avec les médicaments que vous prenez. Que ce soit votre chimio ou que ce soit d'autres médicaments que vous prenez par voie orale, ça peut rentrer en conflit avec ces médicaments et ça peut avoir deux effets, soit augmenter l'effet de ce médicament, ce qui n'est pas forcément une bonne idée selon l'effet attendu, parce qu'on vous donne une dose et c'est pas pour rien, ou soit l'inverse, c'est-à-dire annihiler l'effet du médicament. Et donc, dans ces cas-là, c'est pareil, c'est pas vraiment une bonne idée. On vous donne un traitement, il faut qu'il ait une certaine quantité d'effets, et ça, c'est important de les garder. Donc, oui, le pamplemousse, la curcumine, le gingembre et plein d'autres choses naturelles sont des choses auxquelles il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais il faut y faire attention. Les personnes qui s'y connaissent le mieux en fonction de la molécule qu'on vous donne et de l'effet qu'il peut y avoir avec l'aliment que vous pouvez consommer sont souvent les pharmaciens. Si on vous donne, par exemple, on sait très bien que tous les médicaments pour l'hypertension et pour le cœur, on ne les consomme jamais en même temps quand on prend du pamplemousse. Voilà, c'est jamais, jamais. Mais certains autres chimios auront aucun effet avec le pamplemousse et certaines en auront. Donc, il ne faut pas hésiter de poser la question. Soit au pharmacien, soit à la personne qui vous installe la chimio quand vous allez la faire, parce que souvent ils savent en fait, hein, c'est leur métier de savoir ce genre de choses. Soit votre oncologue, quand vous parlez du protocole, il ne faut pas hésiter à lui poser la question, est-ce qu'il y a des aliments qui sont interdits avec mon protocole? Et comment est-ce que je fonctionne en fait? Mais oui, ces aliments-là peuvent avoir une interaction et donc on y fait attention. Et surtout, l'essentiel, c'est pas d'arrêter de les consommer à 100%, c'est de ne pas les consommer au moment où on prend le produit. Parce que c'est quand ils se rencontrent dans votre estomac qu'ils ont des interactions. Une fois qu'ils sont passés après votre estomac, c'est pas très grave, on peut passer à autre chose, ça n'aura plus trop d'interaction. D'accord, merci Julie. Une personne me demande si on peut revoir la vidéo plus tard. Oui, ça sera mis sur la chaîne YouTube de RoseUp. Tous les webinaires sont mis sur la chaîne YouTube de RoseUp. Il y a juste un petit délai pour que ça arrive. Donc, dans les 15 jours, ça y est. Parfois avant, il y a une seule personne chez RoseUp qui se charge de ça et le téléchargement est très, très long. Et d'ailleurs, Julie, je me permets qu'il faut faire attention dans vos gestes parce que si c'est un peu trop rapide, du coup, ça fait un peu flou Je sur fais, ah oui, l'écran et oui, après, je vous retrouve. Donc, pardon. donc voilà, donc pas d'inquiétude. Il y a une personne qui nous posait aussi la question du thé vert. Est-ce Alors, qu'on peut prendre du thé vert pendant ces traitements ou pas? le thé, son impact principal sur le corps, alors le thé vert est un peu antioxydant effectivement, mais l'impact principal qu'il va avoir et l'interaction qu'il va avoir avec les autres aliments, c'est surtout qu'il empêche de fixer le fer. Donc quand on mange des Qu'il soit produits, vert, noir ou blanc. ouais, tout l'été en général empêche de fixer le fer. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait une interaction chimique avec les aliments qui contiennent du fer et avec le fer directement, et ça rend le fer indigérable. Même Donc le rooibos? non, pas le rooibos parce qu'il n'a pas de théine. D'accord. Voilà. Ah, Mais j'anticipe ah, comme mais je vous avez raison. vois pas mal de questions.
Et quelqu'un me demande si on peut associer protéines et céréales sur le même repas, ainsi que protéines végétales et animales au même repas, parce qu'elle a des doutes. Absolument. Alors, les protéines, on va en retrouver, si vous voulez, je vous explique globalement les protéines. En fait, les protéines, c'est ce qu'il y a de plus important lorsqu'on est sous traitement chimio, particulièrement, ou radio, ou chirurgie. Vos médecins vous ont peut-être parlé des deux choses qui craignent lorsqu'on est sous chimio particulièrement. La première, c'est la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte du muscle que l'on peut avoir lorsque l'on perd du poids. Et souvent, sous chimio, on perd du poids lorsque effets secondaires ou X et X raisons qui font qu'on a plus de difficultés à s'alimenter. Et ça, c'est quelque chose, c'est un effet secondaire que l'on n'aime pas trop. On sait qu'on préfère avoir une bonne masse musculaire et on essaye de la garder. Donc cette histoire de protéines, elle va servir à ça, à faire attention à cette sarcopénie, et elle va servir aussi à être sûr que vous n'êtes pas dénutri. La dénutrition, c'est quelque chose qui fatigue énormément votre corps, et lorsque vous êtes en traitement, vous avez besoin de faire face à tous ces produits chimiques qui arrivent dans votre corps. Si vous êtes dénutri, vous êtes moins en forme et moins apte à gérer tout ce qui se passe. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des bons apports de protéines. Donc, on va parler des protéines. Je vais vous expliquer la différence entre les végétales et les animales. Comme ça, vous allez comprendre comment elles fonctionnent et comment est-ce qu'il faut qu'on les consomme. Alors, pour vous expliquer, je vous fais un cours de biochimie, on va dire pour les nuls, très simple, on ne va pas aller chercher très loin. Imaginez une protéine. Une protéine, c'est comme si c'était un train. Il y a une locomotive et il y a plein de wagons derrière. Et les protéines, c'est donc des trains dans lesquels il y a plein de wagons. Dans les wagons qui existent, il y en a 8 que notre corps ne sait pas fabriquer. Ce sont des acides aminés, les wagons, pour celles qui connaissent un peu la bio. Ces 8 wagons qu'on ne sait pas fabriquer, il n'y a que l'alimentation qui peut nous les apporter. On ne peut pas les récupérer ailleurs. Donc, on est obligé d'avoir l'alimentation qui nous apporte ces wagons, donc ces acides aminés essentiels. Dans quoi est-ce qu'on va les retrouver, ces acides aminés? Dans les produits animaux, que ce soit la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, vous allez retrouver ces 8 wagons qui sont présents tout le temps. Alors, ils sont plus ou moins en quantité, mais ils sont présents tout le temps. Dans les produits végétaux, eux, les 8 wagons ne sont pas là à chaque fois. Ça dépend des produits végétaux. Vous avez 2 produits végétaux uniquement qui rapportent les 8 wagons. C'est le soja, mais alors attention à la question du soja, on en reparlera. Et c'est le quinoa. Pour avoir l'équivalent d'un steak en protéines en mangeant du quinoa, il faut manger 1 kilo de quinoa. Ça commence à faire 1 kilo de quinoa. Oui, ça fait un peu lourd. Mais ça nous apporte quand même tous les acides aminés essentiels. Donc, ce sont des protéines végétales qui sont intéressantes. Les autres protéines végétales, elles existent dans absolument tous les aliments végétaux. Il n'y en a aucun qui n'y a pas de protéines. Mais elles sont carencées. Il n'y a pas toujours les 8 acides aminés essentiels. Ils sont carencés. Il en manque quelques-uns. Parfois, il en manque 1. Parfois, il en manque 2. Parfois, il en manque plus. Ça dépend des végétaux. Dans le monde entier, et depuis la création du monde, on ne mange pas de la viande à tous les repas parce que ce n'était pas possible pendant très longtemps. Et du coup, on a des plats végétariens. Et c'est traditionnel dans le monde entier. Vous allez retrouver dans toutes les cultures du monde des plats végétariens qui vous apportent les 8 acides aminés essentiels. Je vous donne un exemple. Vous allez en Inde, vous allez manger des lentilles avec du riz. C'est la base de l'alimentation. Vous allez aller dans le Maghreb, vous allez manger de la semoule avec des pois chiches. Pareil, c'est une base d'alimentation. Vous allez aller en Amérique du Sud, vous allez manger des haricots rouges avec du maïs. En fait, on a toujours eu des alimentations de base qui étaient végétariennes, pendant lesquelles on essayait de faire en sorte d'avoir ces 8 acides aminés essentiels qui arrivaient. On ne le savait pas forcément, on n'avait pas encore fait de la biochimie, et pourtant, on avait trouvé ce qui permettait d'avoir un bon équilibre alimentaire. Donc, ces protéines végétales, elles sont extrêmement intéressantes. Il faut pas, elles sont là dans tous les aliments végétaux, et il faut absolument continuer à les consommer, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Est-ce qu'on a besoin Une personne me dit justement que l'avoine, lentilles, maïs sont réputés pour contenir des phytohormones. Alors non, moi j'ai jamais entendu ça des lentilles. Alors c'est sur les légumes secs, ils ont quelque chose qui est pas bon à l'intérieur d'eux et qui a un effet goitrogène, donc oui, qui est un petit peu hormonal. Mais ça s'en va à la cuisson. Donc en fait, les lentilles crues, je pense pas que vous essayez d'en manger, c'est pas extrêmement bon. Pour la maïs et l'avoine, j'en ai jamais entendu parler, donc je pourrais pas vous répondre sur ça. Mais après, pour tout ce qui est légumes secs, effectivement,
c'est quelque chose qui disparaît à la cuisson. Et comme ce sont des aliments que l'on mange cuits toujours, ça ne pose pas de problème en soi, en fait. Il ne faut pas hésiter à continuer à consommer ce genre d'aliments, et pour être sûr d'avoir un bon apport de protéines, il faut essayer d'avoir donc ces 8 acides aminés essentiels. Alors pas forcément sur le même repas, on en est revenu de cette histoire de il faut absolument que ce soit sur le même repas, ça suffit si c'est sur la même journée. Donc vous pouvez avoir des lentilles à midi et des pâtes le soir, et c'est bon, on a un apport des 8 acides aminés essentiels sur la journée, il n'y a pas de problème, ça rééquilibre votre alimentation. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande à tous les repas, vous n'êtes pas obligé d'en manger souvent, vous n'êtes pas obligé d'en manger tout court en fait. Tout peut s'est rééquilibré. Alors attention, le régime végétalien, c'est un régime particulier, celui où on ne mange aucun produit animal. C'est un régime qui demande à ce qu'on soit supplémenté avec des compléments alimentaires, hein, parce qu'il manque des choses. Donc, quand on veut suivre ce genre de régime et qu'on n'y connaît rien, soit on va voir un de mes collègues ou une de mes collègues et on va lui poser la question, soit on va voir un médecin. On n'hésite pas à faire ça. Mais tout est possible aujourd'hui, mais le régime végétarien peut s'équilibrer en lui-même. Le régime végétalien, lui, par contre, demande à avoir des supplémentations. Donc, on y fait attention. D'accord ? D'accord, merci Julie. Est-ce que face aux nombreuses questions, on pourrait avoir une journée type au niveau de l'alimentation euh, pour quelqu'un qui est en traitement chimio ou radio et pour quelqu'un en hormonaux? Ok, alors ça va être un peu la même, hein, globalement. Est-ce Chimio, que le matin, déjà thé ou pas oui. thé? Alors, Voilà. il n'est pas interdit de Enfin, un manger. café aussi, voilà, tout ça. Alors, tout à l'heure, quand je répondais sur la question du thé vert, je disais on fait attention parce que quand il rencontre du fer, il va bloquer la digestion de ce fer. Mais sur un repas, s'il ne rencontre pas de fer, il n'est pas gênant en fait. Et on peut aussi le consommer plus tard, soit bien avant le repas, soit bien après le repas. Par exemple, à 4 heures, on peut boire un verre de thé et il n'y aura pas de problème avec ça parce qu'on a déjà digéré le fer du repas du midi et donc on est déjà passé à autre chose. Il n'entrera plus en difficulté. Donc, on peut complètement consommer du thé, du café au petit déjeuner, il n'y a pas de problème. N'importe quelle boisson qui vous fait plaisir, qui est chaude au petit déjeuner ou froide, hein, d'ailleurs, ça dépend des gens, il n'y a aucun souci. Attention, les jus de fruits ne sont pas des boissons traditionnelles. Les jus de fruits sont des boissons qui apportent beaucoup de sucre. C'est pas interdit, mais on fait attention à la quantité d'un jus de fruits. Par exemple, moi j'ai un grand verre d'eau à côté de moi qui fait 50 centilitres. Si c'était du jus de fruits que j'avais avec moi, eh bien, on en aurait à l'intérieur de ce verre de jus de fruits, on serait à peu près alors que je dise pas de bêtises, on serait à peu près à entre 15 et 20 morceaux de sucre. Même si c'est des fruits naturels qu'on a pressés? Même si c'est des fruits naturels qu'on a pressés. Dans une orange, vous avez à peu près 3 morceaux de sucre. Si vous pressez 5 oranges pour votre petit déjeuner, 3 x 5, 15. Vous avez 15 morceaux de sucre dans votre verre. Donc vous voyez, ça peut monter très très vite. Bon, ce sucre, on va en reparler, mais c'est pas une histoire qu'il est interdit, c'est une histoire qu'on fait attention quand même à la quantité. Si vous mangez déjà 15 morceaux de sucre avec ça, ça va faire court pour le reste de la journée, il ne va pas vous rester grand-chose en morceaux de sucre pour le reste de la journée. Donc, on va plutôt partir sur des boissons non sucrées pour le petit déjeuner. C'est toujours plus intéressant de partir sur du non sucré au petit déjeuner. Ça nous permet d'avoir un métabolisme du sucre qui ne se met pas en place très très vite et qui ne demande pas très vite à re-avoir du sucre derrière. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre au petit déjeuner? Très simplement, du pain, du beurre, peut-être un peu de confiture si ça vous fait plaisir un petit peu de temps en temps, des céréales, de l'avoine, du sarrasin, peu importe, des produits laitiers si vous en consommez, des produits type jus végétaux si vous préférez, ou si c'est parce qu'on vous a recommandé de le faire. En fait, tout est possible. Vous pouvez aussi faire des petits déjeuners salés avec des protéines si vous en avez envie, des œufs, du fromage. Tout est absolument possible. Il n'y a pas d'interdit en particulier. Est-ce qu'il faut manger quelque chose en particulier? Pas forcément, mais ça, c'est en fonction de vos goûts. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Et ensuite, les repas principaux, c'est un peu ce que je vous décrivais tout à l'heure. On sait que l'équilibre alimentaire, c'est quand on a un petit peu de protéines animales pour celles qui en consomment, un petit peu de légumes, un petit peu de féculents. Ça, c'est la base d'un équilibre alimentaire parfait. On peut le retrouver à chaque repas. On peut aussi enlever des protéines animales et n'en avoir qu'une fois par jour si on a du mal à en manger, si on n'aime pas ça, si on a du mal à le digérer. On peut aussi ne pas en avoir du tout et créer un régime végétarien dans lequel on aura des œufs quand même et des produits laitiers qui nous amèneront des protéines d'origine animale, mais on n'aura pas forcément de viande ou de poisson. Tout ça, c'est de l'équilibre alimentaire.
un produit laitier ou pas, un fruit ou pas, en fonction de vos besoins, en fonction de vos goûts. Ça, c'est vraiment la base de l'équilibre alimentaire. Ensuite, quand on est sous traitement, ce qui va se passer souvent, c'est que on va avoir des effets secondaires, comme on parlait tout à l'heure, des nausées, ou comme on a pu parler des inflammations de la bouche. Ça peut limiter et rendre les choses un peu plus compliquées sur ce qu'on va manger. Donc là, c'est un peu différent. On va essayer de garder un rythme alimentaire, mais parfois, c'est pas possible. Parce que les nausées, par exemple, sont très fortes. Je sais qu'on avait une question sur les nausées. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des nausées et qu'on a un traitement et qu'on a des nausées? Qu'est-ce qu'on essaye de faire en place? Déjà, souvent, on va devoir fractionner son alimentation. C'est-à-dire qu'on va plus faire 3 repas par jour. Parfois, on va en faire 5, 6. Et au lieu de faire des vrais repas, on va faire des mini-repas. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avaler quelque chose, déjà. Je vous conseille, je vous recommande chaudement, quand vous avez des nausées, de manger. Même si c'est une cuillère de quelque chose, n'importe quoi. Ce qui passe, mangez. Vous aurez moins de douleur quand vous avez des nausées en ayant quelque chose dans l'estomac que si vous avez l'estomac vide. Si c'est une cuillère de compote qui passe, très bien, tant mieux, elle passe, mais au moins vous avez mangé quelque chose. Je vous conseille de boire beaucoup aussi lorsque vous avez des nausées, même sucré pour le coup, parce que ça peut vous aider à compenser un peu ce que vous n'arrivez pas à manger. Lorsque vous avez des nausées, il faut essayer de manger froid. Ou tiède à la rigueur. Le problème, c'est que les odeurs peuvent être porteuses de nausées, enfin de désagréments, et donc le fait de manger froid ou tiède, ça limite ces odeurs et ça limite ces sensations qu'on peut avoir dans la bouche. Multiplier ses repas, essayer de manger froid, essayer de boire froid, pourquoi pas gazeux si ça passe. En général, ça peut aider aussi à avoir un petit peu cet estomac qui a moins cette sensation. Là, on peut mettre un peu de bicarbonate dans son eau, par exemple, pour rendre les choses un peu gazeuses. Et souvent, ça aide un petit peu à faire passer cette sensation de nausée. On essaye de manger à distance. On peut essayer de manger des choses qui sont plutôt lisses et épaisses. Alors, c'est très réconfortant et c'est un peu plus facile à faire passer, type purée, type de la béchamel, de la crème, des choses qui passent, qui sont vraiment rondes en fait dans la bouche, qui ne demandent pas à ce qu'on mâche, qui ne demandent pas à ce que ça tapisse la bouche partout. Ça, c'est quelque chose qui peut aider pendant les nausées. Ça, c'est voilà, les nausées, c'est des choses c'est des effets secondaires qui sont assez récurrents en fonction des traitements, en fonction des produits et en fonction des gens. On a remarqué à la Maison Rose, à force de faire ces ateliers, que très souvent, les femmes qui avaient eu des nausées pendant leur grossesse, celles qui en avaient vécu, recommençaient à avoir des nausées pendant les traitements, et que souvent c'était très lié. En tout cas, moi, j'ai commencé à me rendre compte de ça. Vous avez déjà vécu parfois cette sensation, et effectivement, voilà à peu près les conseils que je peux vous donner autour des nausées. Et la journée type pour quelqu'un sous hormonothérapie? Ça va être un peu le même principe, hein. Il faut essayer Parce qu'on a certaines femmes qui nous disent voilà, qu'elles ont gonflé avec leur traitement. Il y a une autre femme, alors je ne sais pas si elle est sous hormonaux, qui nous dit qu'elle a abandonné le café, les tartines au petit déjeuner et qu'elle a remplacé par une banane, un peu de gingembre, ananas, une date, des noix, tout ça mixé. Est-ce qu'elle fait mal? Oui, je vois. Alors, j'ai l'impression que du coup, ça fait beaucoup de sucre, juste que vous avez dit. Voilà. Voilà, vous avez tout compris. En soi, je suis pas contre le fait qu'on mange des fruits au petit déjeuner, hein, c'est très bien, hein, mais chaque fois que vous additionnez un fruit, plus un fruit, plus un fruit, plus un fruit, hein, ce qui est très à la mode en ce moment, hein, de faire ce genre de bol au petit déj, on va additionner du sucre, plus du sucre, plus du sucre, plus du sucre. Est-ce que c'est mauvais le sucre en soi? Non. Encore une fois, je vous le redis, c'est pas interdit de consommer du sucre, mais alors voilà, on va parler du sucre si vous voulez, comme ça c'est fait. Le sucre, il y a 2 types de sucre qui existent, un peu comme les protéines tout à l'heure. Il y a 2 types de sucre, les sucres lents, ce qu'on va retrouver dans les pâtes, par exemple, ou dans le pain, et les sucres rapides, que l'on va retrouver dans les fruits, que l'on va retrouver avec le sucre raffiné dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième type de sucre, c'est le sucre rapide. Le sucre en global, ce qu'on appelle les glucides, en global, dans notre alimentation, si on veut une alimentation équilibrée en fonction de nos besoins, c'est à peu près la moitié de ce qu'on doit manger sur une journée. Mais on parle des 2 sucres mélangés. Et globalement, on a besoin plus de sucre lent que de sucre rapide. Le sucre rapide, alors, vraiment, je prends des pincettes quand je dis ça, c'est pour avoir une idée, c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe et de pourquoi est-ce qu'on a un discours sur le sucre qui est important aujourd'hui. Mais attention, c'est propre à chaque personne et j'ai pas fait les calculs pour tout le monde, donc je peux pas vous dire à vous exactement combien de sucre vous devriez manger pendant la journée. Mais globalement, on nous a recommandé que ce soit pas plus de 5% de tout ce que vous mangez sur une journée.
Et globalement, si on fait un calcul savant, on va dire que pour une femme, peu importe, alors on ne fait pas toute la même taille, le même poids, hein, mais on va dire entre 50 et 70 grammes de sucre rapide par jour. Ça représente à peu près ça. Si on reprend mes 15 morceaux de sucre de mon grand verre de jus d'orange de tout à l'heure, combien ça fait 15 morceaux de sucre? Eh bien, un morceau de sucre, on considère que c'est 5 grammes en moyenne. Donc ça fait, vous avez tout compté, ça fait 75 grammes de sucre dans mon verre de jus d'orange. Donc c'est foutu pour la journée, quoi. Donc on est foutu pour la journée. Donc voilà pourquoi j'essaye de vous expliquer qu'on fait attention à ces sources de sucre. Ça, c'est une chose, on va reparler de ces sources de sucre, mais surtout on fait attention à la quantité qu'on consomme. Effectivement, les fruits, c'est des super aliments, ils apportent plein de vitamines, ils sont très bons pour nous, il y a beaucoup de minéraux à l'intérieur, c'est notre principale source de vitamine C, c'est extrêmement important d'en consommer. Mais quand on mange 3 fruits dans une journée, ce qui est à peu près les recommandations d'aujourd'hui, hein, on est déjà à 45 grammes de sucre en moyenne. Voilà, on a fait notre sucre pour la journée. Bon, moi je suis grande, je droite un peu plus que vous, mais celles qui ne sont pas grandes, perdues. Et c'est quels que soient les fruits. Effectivement, je vois que quelqu'un me pose la question. Oui, tous les fruits amènent en moyenne. Alors, c'est des moyennes. Certains fruits sont bien plus riches en sucre que d'autres. La banane, par exemple, est extrêmement riche en sucre. On est à vraiment 15 grammes de sucre au 100 grammes. Si vous prenez la cerise, on va passer à 20. Voilà, ça, ce sont des aliments qui sont très riches en sucre. Si on est sur l'orange, on est plutôt à 9 grammes de sucre au 100 grammes. Donc, c'est vraiment une moyenne que je fais. Hein. Mais lorsque l'on achète une pomme, ça fait entre 150 et 250 grammes selon la pomme que l'on achète. Et ben, vous avez entre 3 et 5 morceaux de sucre à l'intérieur de votre pomme. Donc, c'est pas rien. C'est un fruit. Ça vous apporte plein de vitamines et plein de choses positives, mais ça vous apporte aussi beaucoup de sucre. Du sucre. Ouais, donc on y fait attention à cette histoire de pommes. La question, c'est pas est-ce que c'est complètement interdit de manger du sucre? Alors là, je vous envoie et je vous fais revenir à ce que je vous parlais tout à l'heure, le réseau NACRE, qui est ma source d'information scientifique. On déconseille les régimes sans sucre. Pour quelles raisons? Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve scientifique qu'un régime sans sucre, ça vous aide à mieux combattre le cancer. Il n'y en a pas. Les études qui ont été faites sur les animaux et ce sont des études avec des résultats contradictoires. Donc, je n'ai pas de raison scientifique aujourd'hui de vous dire d'arrêter de manger du sucre à 100%. Par contre, j'ai des raisons scientifiques de vous dire attention, on est dans une société où on consomme beaucoup plus de sucre que ce qu'on devrait consommer et donc il faut faire un petit peu attention à cette quantité de sucre. Parce que si vous avez pris votre grand verre de jus d'orange au petit déjeuner ou comme madame prenait une banane qui va faire 150 grammes, donc on aura déjà 4 morceaux de sucre, avec de l'ananas, avec des dattes qui sont aussi extrêmement sucrées, et qui va se retrouver avec déjà un gros apport de sucre au petit déjeuner, et bien derrière, pendant la journée, il ne faudrait pas en manger d'autres, en fait. En sucre rapide, hein, attention, je n'interdis pas les féculents du tout, hein, je parle surtout des sucres rapides. Et en fait, Oui. tout ça cumulé à la fin de la journée, on arrive avec des quantités de sucre qui peuvent être parfois très importantes, sans qu'on s'en soit rendu compte, en ayant essayé de faire bien. Et c'est à ça qu'il faut faire attention aujourd'hui. Quand je dis quand c'est entre 50 et 70 grammes, c'est vraiment, hein, j'ai pris des pincettes et je les reprends. C'est très propre à chaque personne et je ne peux pas vous dire pour chacune ce que c'est, mais c'est pour que vous ayez une représentation que ça va assez vite et qu'il faut faire attention parce que on a mangé 3 fruits parce que c'est ce qu'on nous a recommandé. J'en ai pris un au petit déjeuner, un le midi, un le soir. Très bien, j'ai mangé déjà 45 grammes de sucre. Derrière, si je mange, je sais pas, 2-3 bouts de chocolat, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de manger un bout de chocolat à 4 heures, et j'ai bu un fond de jus de fruits parce que ça me faisait plaisir, et ben ça y est, j'ai explosé ma quantité de sucre pour la journée. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut reproduire tous les jours, sans s'en rendre compte. Donc, et les sucres lents, il y a quelqu'un qui pose une question sur donc les sucres lents. Quelle est la norme par rapport aux sucres rapides? Alors, la norme, il n'y en a pas vraiment. Les sucres lents, c'est en fonction de vos besoins, en fait. Il en faut un peu à chaque repas. Mais alors moi, je suis une diététicienne holistique. Je travaille beaucoup sur les questions de satiété, les questions de perception de la faim, de la satiété, des besoins alimentaires. J'ai pas de quantité précise. Ça peut être parfois. Il y a des personnes, elles vont avoir besoin de 2-3 cuillères à soupe de féculents par repas. Il y en a d'autres, ce sera 6 ou 7. Ça dépendra des gens, ça dépendra de ce que vous faites, ça dépendra de si vous avez
beaucoup de mouvements dans la journée, ça dépendra vraiment, c'est très aléatoire et ça dépendra des jours. Il y a des jours où vous aurez faim, vous aurez besoin de manger plus que d'autres jours où vous aurez moins faim. Et ça, il faut s'écouter en fait. Notre corps, c'est notre premier repère de quantité alimentaire et il faut vraiment lui donner de la place parce qu'il est très bon en fait, hein. Il sait beaucoup, il sait plein de choses, mais il faut lui laisser dire et lui laisser nous expliquer de quoi on a besoin. Si vous avez plus faim, il ne faut pas se forcer à finir le plat. La cuillère en trop parce qu'on se force pour finir le plat, celle-là, c'est souvent celle-là qui finit pas au bon endroit en fait. Donc c'est à celle-là qu'il faut faire attention. Il n'y a Est-ce pas que de normes. est-ce que le citron est aussi sucré, enfin, a aussi du sucre ou pas? Le citron est très peu sucré. Non, c'est un des rares aliments, un des rares fruits qui apporte quasiment pas de sucre. Je crois que c'est 2 à 3% de sucre, donc c'est vraiment très peu. Le citron, vous pouvez en consommer dans l'eau sans problème. Il vous apportera pas de sucre. Et quelqu'un nous demandait, moi j'ai pour les grignotages, comment puis-je faire, hein? Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, alors, qu'est-ce que je prends pour les grignotages? Le grignotage, c'est un mécanisme qui se met en place pour plein de raisons différentes. Il y a des raisons intellectuelles et des raisons psychologiques. Alors moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai grignoté pendant cette phase où on était enfermés chez nous parce que je suis une ancienne fumeuse et que j'avais envie de fumer. Et du coup, j'ai grignoté parce que j'avais envie de cette cigarette. Ça, c'est une raison qui peut parfois nous emmener à grignoter. Ça fait partie des choses. Alors, celle-là, c'en est une, hein, mais il y en a plein d'autres, des raisons psychologiques qui nous emmènent à grignoter. Et il faut comprendre ces raisons. Et il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de grignoter à ce moment-là et est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ou est-ce que je peux faire autre chose que manger. Par exemple, occuper mes mains, ça peut me permettre de ne pas manger. Passer un coup de téléphone, sortir promener mon chien, aller dans le jardin et gratter un peu la terre. Ça c'est plein de solutions qui peuvent quand c'est des raisons psychologiques, nous permettent de moins grignoter. Ça ne veut pas dire que vous ne grignoterez jamais, mais ça veut dire que parfois on pourra sauter un ou deux grignotages. Et puis il y a des raisons physiques qui font qu'on grignote. Et notamment, moi je le revois très souvent, il y a beaucoup de femmes qui essayent de faire attention à leur poids. Alors c'est très vrai chez les femmes qui sont sous hormonothérapie parce qu'il y a souvent des prises de poids et qui vont pas manger assez pendant les repas. Et donc vous mangez pas assez, et ben vous avez faim. Et c'est normal en fait. Votre corps vous demande ce dont lui il a besoin. Et le fait de ne pas manger assez, c'est très souvent un problème qui entraîne du grignotage. Et le fait de recommencer à avoir des repas équilibrés avec un peu plus de féculents, parce que souvent on s'enlève ces féculents parce qu'on pense que c'est le diable et qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pas gentils avec nous, alors qu'on en a besoin. Quand on remet ces féculents, très souvent, on a moins besoin de grignoter dans l'après-midi, tout simplement parce qu'en fait on a assez mangé à midi. Et que ça, c'est extrêmement important d'avoir un vrai repas. Et ensuite, il y a des gens qui ont besoin, parce qu'ils vont digérer de façon différente des autres, et eux, ils ont besoin d'avoir un 4 heures. Et donc, il faut faire un 4 heures. Il ne faut pas grignoter 10 fois dans la journée, mais il faut choisir un 4 heures. Un 4 heures équilibré, qu'est-ce que ça peut être? Des variétés et des variétés de choses. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas que du sucre, parce que encore une fois, c'est pas une bonne chose. Ça va pas nous permettre de rassasier notre faim. Du sucre rapide, c'est extrêmement utile quand on a plein de choses à faire, mais le sucre rapide, il sert à notre cerveau globalement et il sert à nos muscles. Hein. Voilà, hein, globalement, le sucre rapide, il sert à ça. Donc, si vous n'avez pas un gros brainstorming à faire dans l'après-midi, manger beaucoup de sucre à 4 heures, c'est pas forcément le meilleur moment de le faire. Ça peut être quoi? Ça peut être un fruit avec un produit laitier. Ça peut être j'ai vu tout à l'heure des gens qui me parlaient des amandes et des noix. Oui, effectivement, ça peut être ce genre de produit. C'est des produits qui sont de très bonne qualité nutritionnelle, ils emmènent un peu de sucre effectivement, mais ils emmènent aussi des très bonnes graisses dont on manque la plupart du temps, les oméga 3. Ils emmènent aussi souvent du calcium, les amandes par exemple sont très riches en calcium, donc ça c'est des produits que vous pouvez consommer l'après-midi à 4 heures sans problème, on se prend une poignée de noix, une poignée d'amandes, c'est très bon. Ce genre de choses que vous pouvez consommer sans problème pour vous faire un 4 heures. Vous pouvez prendre un bout de pain avec un bout de chocolat. Enfin, rien n'est interdit en fait en soi. L'important, c'est de trouver l'équilibre sur sa journée en fait. Et si vous avez déjà mangé 3 fois du chocolat dans la journée et que vous allez manger le reste de la plaquette à 4 heures, c'est peut-être un peu trop. Peut-être que ce jour-là, il faudra essayer de manger plutôt quelque chose où il y a moins de sucre à l'intérieur. D'accord. On nous demande comment on peut booster ces plaquettes en cours de chimiothérapie. C'est difficile de booster quelque chose au niveau alimentaire. En général, les médecins vont vont vous prescrire des choses s'ils voient que votre système immunitaire est déficient et ils vont vous aider à booster ça. Au niveau alimentaire, moi, c'est difficile de vous dire comment on fait pour booster ces plaquettes parce que alors là, c'est de la micro nutrition et je m'y connais pas assez pour aller si loin que ça. Dans tous les cas,
manger équilibré et avoir des habitudes de vie équilibrées au niveau alimentaire suffisent pour faire en sorte qu'on ait un système immunitaire sain. Il n'y a pas de chose qui va booster à 100%. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. Faites attention à ce qu'on vous dit. Il n'y a aucun produit miracle pour vous aider à booster votre système immunitaire. Il faut avoir des bons apports de vitamines et de minéraux réguliers et c'est comme ça qu'on a un système immunitaire qui est en forme. Autrement, si vraiment vous êtes en système immunitaire qui est défaillant, là ce sont les médecins qui vous aideront avec des produits médicaux pour vous aider à avoir un meilleur système immunitaire. Mais au niveau alimentaire, on ne peut pas faire de miracle. D'accord. Et pour une femme qui est en traitement de corticothérapie? Oui. Alors, lorsqu'on a une grosse corticothérapie, en général, on va être très sévère avec vous, on va pas être sympa. Qu'est-ce qu'on risque sous corticothérapie? On risque de déclencher un problème avec le sucre et le sel, globalement. Le sel va vous faire faire de la rétention d'eau et va vous faire faire des œdèmes, donc on va faire attention à ce sel et on va essayer de limiter les quantités de sel que vous allez manger. Donc, la question, c'est pas de manger sans sel, la question, c'est de limiter les quantités de sel qu'on ajoute à notre alimentation. Certains aliments sont plus ou moins riches en sel. On va vous laisser manger normalement, la plupart du temps, mais par contre, on va vous dire qu'on enlève la salière de la table et qu'on ne mange que le sel qu'il y a déjà dans les aliments. Ça, c'est une partie des choses à laquelle on fait attention lorsqu'on a beaucoup de corticoïdes. La deuxième, c'est le sucre. On peut avoir un diabète induit avec des corticoïdes. Alors, sans aller jusqu'au diabète, c'est surtout que ça perturbe un peu la digestion des glucides dans votre corps et surtout l'insuline fait beaucoup moins bien son travail. On va avoir tendance à faire des hyperglycémies. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire très attention à la quantité de sucre que vous consommez quand vous avez des gros traitements corticoïdes. Pas si vous prenez pendant une semaine de la cortisone, c'est pas très grave, vous n'aurez pas ces impacts-là. Mais pour les personnes qui en prennent pendant des semaines et des semaines, effectivement, on va vous faire un régime sans sucre. Donc, on va faire très attention à la quantité de sucre qu'on vous fait consommer par jour. Ça sera 2 fruits maximum en général et pas d'autres produits sucrés avec du sucre rapide pour faire en sorte que votre glycémie ne monte pas trop et vous n'ayez pas d'hyperglycémie. Donc, on reste avec, comme un diabétique, des repas avec un peu de féculents, un peu de légumes à chaque repas et un seul produit sucré par repas maximum qui va permettre de lisser un petit peu ces glycémies et qui vont faire en sorte que vous n'ayez pas d'hyperglycémie. Voilà ce qui se passe sous corticothérapie. C'est pas très rigolo, mais il faut se dire que c'est que le temps de la corticothérapie et qu'après vous pourrez recommencer à manger ce qui vous fait plaisir. D'accord. Pour une personne qui a des aftes, on revient plutôt sur les Ah oui, effets secondaires de la chimiothérapie, on ne l'a pas évoqué. non. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Comment on peut les accompagner? Alors, pour ces questions de bouche et d'inflammation de la bouche, pour celles qui n'ont pas commencé les traitements, du coup je me permets d'en parler puisqu'on parle de ça, n'hésitez pas à aller voir un dentiste avant de commencer vos traitements pour vérifier l'état de votre bouche et pour faire en sorte que tout aille bien dans votre bouche. Et que s'il y a des travaux à faire, il faut les faire avant le traitement. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir des inflammations de la bouche type mucite, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui tapisse toute votre bouche. Alors, il y a plein de niveaux différents de la mucite. Ça peut être un petit peu comme ces aftes qui peuvent être commencées, puis elle peut aller jusqu'à vraiment quelque chose qui a tapissé à 100% votre bouche et qui vous empêche de manger. Auquel cas, si ça vous empêche de manger, votre équipe médicale mettra en place une alimentation soit par sonde nasogastrique, soit par le sang, parce que vous ne pourrez pas manger simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prendre soin de sa bouche, c'est la première des choses. Donc, il faut essayer d'avoir des brossages avec des brosses douces et des produits adaptés. En général, les médecins vont vous prescrire aussi des bains de bouche qu'il faut faire très régulièrement, jusqu'à 6 fois par jour, parce que ça va vous aider à soigner un peu potentiellement les petits aftes ou les petites choses qui peuvent apparaître dans votre bouche. Et ça, il faut absolument continuer à le faire. Si vous ne l'ont pas prescrit, il ne faut pas hésiter la prochaine chimio de poser la question et de demander une prescription. Au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est un peu comme la nausée tout à l'heure. Déjà, on arrête de manger chaud. Le chaud, c'est pas possible, ça passera pas, ça fera trop mal. Donc on mange froid, on mange tiède. On va essayer d'adapter la texture de ce qu'on mange. On va essayer de ne plus manger des choses croustillantes ou des choses qui peuvent rentrer un petit peu dans les joues ou dans la langue ou dans la bouche et qui peuvent faire un peu mal. Donc, on fait très attention à tout ce qui est un petit peu piquant, comme le pain, par exemple. La croûte du pain, ça peut faire très mal. On va plutôt passer à du pain de mie, par exemple. On va éviter tous les aliments que l'on connaît et qui font mal à la bouche. Par exemple,
je suis sûre que plein d'entre vous se sont dit, quand on a parlé des aftes, il ne faut pas manger d'ananas, il ne faut pas manger de gruyère, il ne faut pas manger de noix. Ça, beaucoup de gens le savent. C'est des choses que l'on a déjà entendues. Et effectivement, ce sont des aliments auxquels il faut faire attention. Il faut faire aussi attention aux aliments qui sont très salés, type les choses qui sont, par exemple, le saucisson, par exemple, le fromage très salé, type le bleu ou le roquefort, qui amène beaucoup de sel. Ça peut être douloureux et faire mal dans la bouche. On va essayer aussi d'éviter les choses qui sont fumées. Le saumon fumé, le jambon fumé, ce sont des choses qui peuvent aussi faire mal quand on a des inflammations au niveau de la bouche. On va essayer de faire attention à l'acidité des fruits et des légumes. On parlait du citron tout à l'heure. Le citron, c'est pas sucré, mais par contre, c'est extrêmement acide. Alors, le citron dans la bouche, quand on a des aftes, ça peut faire très mal. Mais il y a d'autres aliments qui sont acides dans les fruits. Tous les agrumes sont plutôt acides. On va trouver la tomate aussi qui est plutôt acide. Voilà, on va faire attention à ces aliments-là. Ça peut faire baisser un peu. Pas d'alcool, évidemment, même si on peut croire que ça soulage. En fait, ça soulage pas, c'est juste que ça endort, mais ça soulage pas du tout. Il vaut mieux, à la rigueur, si vous voulez être soulagé, il vaut mieux sucer quelque chose de très froid, comme un glaçon que vous avez préparé, et ça va vous aider à endormir un petit peu la douleur que vous avez dans la bouche, mais pas l'alcool. On peut essayer, du coup, d'agrémenter cette texture et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit plutôt mixée ou plutôt liquide. C'est-à-dire que tous les aliments du monde peuvent se mixer. La seule chose, c'est que ça ne se mixe jamais à sec. On mixe toujours avec soit un bouillon, soit une béchamel pour faire en sorte d'avoir quelque chose de liquide. Donc, vous pouvez manger de la viande mixée, comme on peut faire aux enfants quand ils sont tout petits. Il faut juste la mixer avec un bouillon ou avec une béchamel pour faire en sorte qu'il y ait une texture un peu crémeuse. Sinon, ce sera que des petits morceaux, ça sera immangeable. Mais ça, c'est complètement possible de faire ça. Vous pouvez essayer de faire ces textures-là. Donc, vous faites la cuisine normalement. Si vous faites cuire votre blanc de poulet, soit dans l'eau, vous pouvez le faire cuire comme dans un bouillon et ensuite directement le mixer dans l'eau, soit le faire revenir à la poêle et ensuite le mixer directement. Vous pouvez utiliser tous les légumes, ça passera, mis à part ceux qui sont acides dont on parlait tout à l'heure. Et pareil, les passer en purée avec un petit peu de pommes de terre. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, c'est des moments où on va manger moins en quantité. Donc, on va essayer d'enrichir le plus possible les petites quantités qu'on va manger. Enrichir son alimentation, ça veut dire faire en sorte que pour une petite quantité, on ait une grande quantité de nutriments. On enrichit avec de la crème, avec du fromage, alors par exemple du gruyère fondu ou du gruyère râpé type kiri aussi, c'est le genre de chose qui peut passer relativement bien, c'est pas trop salé, c'est très onctueux, ça tapisse pas trop la bouche. On peut rajouter du lait en poudre aussi, ça nous permet d'avoir des apports de protéines un petit peu plus importants, on peut rajouter du beurre, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place lorsqu'on a des aftes ou n'importe quelle autre inflammation de la bouche. D'accord, merci Julie. Julie, il nous reste 7 minutes. Est-ce que vous avez des recommandations, des choses à nous faire part? Alors j'ai regardé les questions, on a pas mal de questions, on n'a pas pu rentrer dans le détail parce que chaque personne Ça va est vite. différente. Oui. Puis après, il y a aussi le dossier médical. Voilà, Julie, elle connaît pas votre poids, votre traitement. Donc du coup, on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail du détail, mais on a essayé de balayer vraiment la plupart de vos questions. Je rejetterai un œil pour qu'on réponde ultérieurement si vraiment ça n'a pas été fait. En tout cas, je ne répète, pas d'inquiétude parce que vraiment les webinaires nutrition nous sont demandés. Ils sont réguliers, donc voilà, s'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas traiter cette fois-ci, parce qu'on ne peut pas tout traiter en une fois. Ça se fera aussi les prochaines fois. Julie, est-ce que vous avez une recommandation, quelque chose à nous dire avant que je donne le mot de clôture? Tiens, je mets un tout petit truc parce qu'on n'a pas parlé à 100% de l'hormonothérapie. Donc, Oui. un tout petit clin d'œil sur l'hormonothérapie. Il y a un moment dans la vie d'une femme où, même si elle n'a jamais aimé ça de sa vie, il faut qu'elle s'y mette. Le sport est extrêmement important. J'en ai pas parlé, c'est quand même une partie de mon métier, de vous dire que le sport est extrêmement important. Lorsque l'on est ménopausé, ou lorsque la ménopause arrive, ou lorsque l'on est ménopausé à cause des traitements, il faut faire du sport, s'il vous plaît. C'est hyper, hyper, hyper important. Souvent, vous me dites sous hormonothérapie, je prends du poids, j'arrive pas à gérer ça. Eh ben, le sport, ça peut vous aider énormément. C'est pas vous mettre à faire du sport 5 fois par semaine de façon extrêmement violente. C'est prendre le vélo pour aller au travail, c'est marcher un petit peu plus, c'est s'arrêter à un arrêt de tram avant ou un arrêt de bus selon là où vous vivez. C'est
essayer de prendre un petit peu moins la voiture, c'est essayer d'aller vous promener régulièrement. Et ça peut changer énormément de choses quand on est sous hormonothérapie. Votre corps change, vos hormones ont changé, votre façon de gérer la nourriture va changer. Et le fait de faire du sport, ça va beaucoup aider pour diminuer ces désagréments de prise de poids et de sensations qui ne sont pas agréables sous hormonothérapie. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Le sport, que ce soit sous hormonothérapie, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important tout le temps, dans tous les cas. Essayez d'en faire toujours un petit peu bouger. Voilà, la question, c'est pas forcément d'aller soulever des haltères, mais la question, c'est de bouger le plus possible parce que c'est extrêmement important, en plus de la nutrition. Alors, je rebondis sur le sport, Julie. Sachez que nous nous sommes mobilisés et que nous vous proposons du sport adapté tous les mercredis matins à 11 heures. Voilà, avec 2 intervenants qui sont là en même temps. Il y en a un qui vous montre les exercices, l'autre qui regarde ce que vous faites pour corriger vos postures. Donc, on a essayé aussi de penser à cette partie-là. Donc, n'hésitez pas pour les adhérentes des maisons à solliciter directement par la boîte contact. Voilà. Après, il y a aussi d'autres associations qui, du coup, voilà, peuvent aussi vous proposer Du sport adapté. du sport adapté. Moi, ce que je dirais, c'est que vous avez une ligne d'écoute, la hotline, au niveau de Rose Up, qui est nationale. N'hésitez pas à nous appeler pour où je peux trouver du sport. J'ai besoin de telle information. On est vraiment là. Toute l'équipe s'est répartie la ligne téléphonique et on répond vraiment à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, n'hésitez pas à adhérer pour celles qui ne sont pas encore adhérentes et aussi pour que ces webinaires continuent, pour qu'on puisse encore inventer plein de choses parce qu'on a plein d'idées et que oui, il y a le confinement, mais non, on ne va pas vous laisser. On vous accompagne au mieux et vos retours nous sont très riches. N'hésitez pas à déposer un don, même un petit don sur Je donne sur le site Rose Up. Julie, merci beaucoup. En tout Avec grand cas. plaisir. Et puis, je vous solliciterai peut-être s'il y a 2-3 questions ou qu'on vraiment n'a pas abordées. Oui, Voilà, bien pour sûr, il n'y a pas de répondre problème. à chacune en tout cas. Merci à vous. Bonne journée à toutes, merci Bonne beaucoup. journée. Au Au revoir. revoir.